Bon, notre camarade Georges Bascava va donc parler de la grève aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard. Alors, je suis rentré chez Peugeot à 18 ans, en 1953. Oh, ça rallume pas, hein. En raison de la sale guerre d'Algérie, j'en ai été écarté 26 mois pour le service militaire. En mai 68, j'avais 33 ans, j'étais ouvrier professionnel en tôlerie sud et délégué du personnel CGT. Durant les années 60, la boîte avait été marquée par plusieurs conflits, notamment sur les conditions et le temps de travail. À leur suite, la direction avait licencié des délégués à plusieurs reprises. Et en janvier 68, on travaillait toujours 46h15 par semaine. Sur le site de Sochaux, il y avait alors 25 600 travailleurs, dont près de 4 000 administratifs, techniciens et cadres. Aux dernières élections du personnel, la CGT avait obtenu 61% des voix dans le collège ouvrier, la CFDT 33-23 et FO 5-78. Politiquement, le PCF régnait en maître à penser. En effet, les nombreux militants CGT en étaient presque tous membres. Voix ouvrière était présente depuis 1965. Mais à chaque distribution de nos bulletins, nos camarades extérieurs à l'entreprise devaient affronter ceux de la CGT. Injures, arrachage de tracts, tous étaient monnaie courante, mais aussi les coups. En mai, les jeunes militants dont je faisais partie bouillonnaient pour entrer dans la danse, galvanisés que nous étions par les reportages en direct des radios sur la détermination des étudiants. Mais il fallut attendre le 18 mai pour que le comité exécutif de la CGT de Sochaux prenne sans enthousiasme position pour la grève. La grève, avec occupation, fut votée par des milliers de travailleurs. Elle fut effective le lundi 20 mai. Sûrement le temps nécessaire aux directions syndicales pour régler la mise en place d'un comité central de grève sur lequel ils auraient la main. Dans mon secteur, j'avais réussi à faire voter le principe d'un comité de grève, mais il ne fonctionnait pas comme tel. C'était la première occupation de l'usine pour moi et l'ensemble de mon secteur. Quelle satisfaction d'avoir éjecté de l'atelier les représentants du patron. Mais c'était aussi notre première grève généralisée qui a eu le don de faire tilt dans nos têtes. Le comité central intersyndical, 6 CGT, 6 CFDT, siégeait au building où chacun pouvait prendre la parole, mais l'exécutif restait entre les mains des appareils syndicaux. En quelques jours, une grande partie des travailleurs quittèrent l'usine pour rentrer chez eux, ne voyant pas l'intérêt d'être si nombreux sans avoir rien à faire. Dans l'usine vide, ils se disaient « les machines ne vont pas se sauver ». Et naturellement, cela convenait bien au comité central de grève. Du coup, il contrôlait plus facilement la situation. Notre secteur, comme d'autres, a constitué des cortèges de 2 ou 3 voitures pour aller à d'autres usines. Ainsi, chez Japy, à Beaucourt, là, les ouvrières étaient déjà en grève et elles nous ont demandé seulement de les aider à prendre position dans le château où siégeait leur direction qui les haranguait depuis le pigeonnier. Cela a été fait. Dans une fonderie d'un autre âge, il fallut escalader les grilles. Nous avons été accueillis par le patron et son garde de corps, revolver au poing. Nous avons dû repartir sans pouvoir rencontrer les ouvriers. Cela en dit long sur l'époque. La direction Peugeot, qui s'était tue jusque-là, a profité de Grenelle pour organiser un vote à l'usine.
Ce vote pour ou contre la reprise eut lieu le 4 juin. L'intersyndicale appela au boycott. La direction fit venir des non-grévistes et organisa même un ramassage par car. Il y eut seulement 11 000 et quelques votants, mais parmi eux, le oui pour la reprise était majoritaire. L'intersyndicale refusa d'accepter le résultat. La direction proposa alors aux syndicats d'organiser leur propre vote, tout en refusant d'affréter les cars pour amener les travailleurs aux urnes. Dès le samedi 8 juin, le comité central l'organisa et à la va-vite, sans véritable contrôle, et entre 11h et 12h seulement. Résultat, sur 5 284 votants, le oui pour la reprise l'emporta de 49 voix. Soit dit en passant, dans mon secteur, personne n'avait participé à ce vote. Il n'en fallut pas plus pour l'appareil CGT à déclarer immédiatement l'arrêt de la grève. Il est vrai qu'entre-temps, De Gaulle avait dissous l'Assemblée nationale. Mais faire accepter la décision au piquet de grève et au comité d'atelier était une autre histoire. Pour ça, le comité central de grève organisa une manifestation en direction de Montbéliard, ce même samedi en fin d'après-midi, ce qui a fait sortir tous ceux qui étaient encore dans l'usine. C'est en marchant que le cortège a été rattrapé par des ouvriers qui nous demandaient de revenir sur nos pas parce que la direction faisait fermer les portes. Arrivés sur place, nous avons constaté que tout était en effet verrouillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte du coup de poignard dans le dos. Jusqu'à minuit, les travailleurs restèrent sur place avec des cris, des pleurs, certains déchirant leurs cartes syndicales. Les roublards des appareils syndicaux avaient momentanément gagné. Le dimanche, des centaines d'agents de maîtrise remettaient en ordre l'usine pour le lundi. Mais ce lundi 10 juin, patatras, dès le matin, les ouvriers de carrosserie arrêtèrent le travail et avec eux ceux de l'embout firent le lourd des ateliers. Ils réussirent à entraîner l'ensemble des travailleurs pour attendre la tournée de l'après-midi. C'est ensemble que les ouvriers sont allés à un rassemblement central. Là, la réoccupation de l'usine s'est imposée. C'est seulement à ce moment-là que dans mon secteur, les ouvriers ont réclamé que l'on soit représenté au comité central de grève et ils m'ont désigné. Le soir même de ce 10 juin, les principaux responsables des syndicaux et politiques avaient quitté l'usine sur la pointe des pieds. Ils avaient bien compris, eux, ce que signifiaient les déclarations de la direction, à savoir la grève recommence avec des éléments incontrôlés. Ce que nous n'avions pas envisagé, c'est la rapidité avec laquelle les CRS et les gardes mobiles allaient prendre position. Dès la nuit du 10 au 11 juin, après avoir agressé les piquets de grève avec une grande brutalité, hurlant et frappant à tour de bras, ils prirent position aux issues de chaque côté de la route nationale qui traversait l'usine. Commença alors une véritable bataille rangée qui n'était pas préméditée. La grève, même si elle avait repris, était de toute évidence sur la pente descendante. Mais là, les ouvriers des piquets de grève n'acceptèrent pas d'être agressés et de se faire éjecter comme des malpropres. À 9h du matin, des travailleurs de tous les quartiers sont venus en renfort, y compris les femmes. La population prenait position contre les forces dites de l'ordre. Les CRS utilisaient des grenades offensives. Il y a eu 150 blessés, certains graves. 2 ouvriers ont perdu une jambe. Il y a eu aussi 2 morts. L'un, Pierre Bello, 24 ans, tué à balles réelles, et l'autre, Henri Blanchet, 49 ans, qui, au cours d'une charge de CRS, a basculé d'un mur et s'est fracassé la tête. Loin de nous effrayer, cela a renforcé notre détermination. Il était sérieusement question de se procurer les armes pour la soirée. Le comble, c'est l'attitude du responsable communiste du secteur, membre du comité central du PCF, qui est apparu pour nous dire
qu'il fallait arrêter parce qu'on effrayait la petite bourgeoisie. Et quelques membres de son parti écoutaient son discours, mais dès qu'il a tourné les talons, ils reprenaient les parpaings. La détermination des ouvriers fit faire machine arrière à Peugeot. Le patron s'est mis d'accord avec les syndicats pour évacuer les CRS, reprendre les pourparlers et en échange arrêter l'occupation de l'usine. La grève avait duré du lundi 20 mai au lundi 10 juin, mais avec l'attaque des CRS, elle s'est encore prolongée pendant une bonne semaine. C'est le temps qu'il a fallu aux syndicats, après le départ des CRS, pour obtenir quelques concessions à soumettre au vote du personnel, notamment une hausse des salaires de 12 à 14%, la réduction progressive de la durée du travail avec compensation à 100%, le paiement des jours de grève de mai à 80%, ceux de juin à 25%, la garantie de reclassement pour les blessés graves, le versement de 3 ans de salaire pour les veuves de Pierre Bello et Henri Blanchet, et évidemment le droit syndical. Ce n'était pas rien, mais pour nous ouvriers qui voulions un changement, et pas seulement économique, ces résultats ne nous satisfaisaient pas. La reprise sur cette nouvelle base a été acceptée par 15 381 travailleurs sur 18 162 votants, mais 2 683 ont malgré tout voté contre. Et dans mon secteur, la hiérarchie a bien eu du mal à refaire travailler les plus jeunes d'entre nous. Par la suite, la CGT a exclu du comité exécutif le camarade qui s'était déclaré ouvertement être à voix ouvrière. En ce qui me concerne, la CGT a organisé le raturage de mon nom sur les listes aux élections de délégués pour que je perde mon mandat. Mais sauf la première fois, la manœuvre échoua, étant donné le lien que j'avais avec les ouvriers de mon secteur. Eh bien, 50 ans plus tard, le PCF a perdu l'essentiel de ses forces. Les idées de lutte ouvrière et ses militants sont en revanche encore bien présents dans l'usine. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et sans plus tarder, je redonne la parole à Pierre Delage. Les élections législatives des 23 et 30 juin, pour lesquelles les partis de gauche et les syndicats avaient, comme on l'a vu, sabordé la grève, furent une victoire pour le parti gaulliste. Celui-ci renforça même sa majorité aux dépens du Parti communiste, qui s'était présenté, comme je cite, le parti du progrès, de l'ordre et de la sagesse politique, comme de la fédération de la gauche socialiste, ce conglomérat formé autour du vieux parti socialiste, la SFIO. Mais était-ce pour autant un simple retour au statu quo ante? Dans bien des domaines qualifiés de sociétaux, l'explosion de mai 68 fut un puissant accélérateur des mutations à l'œuvre depuis une dizaine d'années. Son effet de souffle se prolongea durant la décennie suivante. La révolte de la jeunesse pour la démocratisation de l'enseignement, puis le mouvement de grève, contribuèrent à fissurer un peu plus le carcan de l'ordre moral, les mœurs, les vieilles hiérarchies, dont le pouvoir de De Gaulle était à la fois le produit et le gardien. C'était un encouragement pour tous ceux qui voulaient que quelque chose change. Ce qui hier était encore du domaine de l'utopie semblait désormais à portée de main. Beaucoup eurent le sentiment que leur vie commençait véritablement. Le mouvement féministe, notamment, dont la naissance était bien antérieure, mobilisa des masses de plus en plus nombreuses dans les années suivantes et mena, à travers des organisations comme le MLAC ou le MLF, des combats décisifs au nom du droit des femmes à la libre disposition de leur corps, pour l'accès à la contraception et le droit à l'avortement.
Il n'est sans doute pas étranger non plus à cette poussée revendicative dans la jeunesse qu'un mouvement de contestation du service militaire, voire du militarisme, ait vu le jour, puis des comités de soldats dans les mois et années qui suivirent. D'autres causes allaient être brandies. Causes humanitaires, à l'instar de ces jeunes médecins refusant que des massacres se perpétuent de par le monde avec la participation ou le silence complice des grandes puissances sans pouvoir porter assistance aux populations, ou encore celle des militants de l'environnement rejetant tel ou tel aspect du capitalisme et alertant sur la famine frappant l'Afrique ou des dangers du nucléaire. Mais tous ces combats eurent en commun de se développer de façon fragmentée et surtout en dehors de toute perspective de transformation des rapports d'exploitation qui constituent la base du capitalisme, quand ce n'était pas contre. C'était se condamner à avancer en aveugle et à une certaine impuissance. La lumière jetée ces derniers mois sur la condition féminine dans les pays les plus riches, supposés les plus avancés en matière de mœurs et d'égalité, rappelle, comme l'avait établi le mouvement socialiste il y a plus d'un siècle, que le combat pour l'émancipation des femmes est indissociable de celui pour libérer la société du capitalisme. Le pourrissement actuel de celui-ci a également sa traduction sur ce terrain-là. Et d'une façon plus générale, le vent politique nauséabond qui souffle depuis une vingtaine d'années démontre que même les quelques avancées dites sociétales arrachées au fil des ans sont loin d'être véritablement acquises et d'avoir transformé la société en profondeur. Y a-t-il par ailleurs un héritage de mai 68 sur le plan politique? Castoriadis, animateur du courant socialisme ou barbarie, avait prétendu à son issue, je le cite, « La tranquillité et l'abrutissement de la société capitaliste moderne en France et peut-être ailleurs ont été détruits pour longtemps. Le crédit du gaullisme est par terre. Les directions bureaucratiques d'encadrement des travailleurs ont été profondément ébranlées. Une cassure les sépare désormais des jeunes travailleurs. Les politiciens de gauche n'ont et n'auront rien à dire sur les problèmes qui se posent. Il se passera des années avant que l'énorme brèche ouverte dans l'édifice capitaliste soit vraiment colmatée, à supposer qu'elle puisse l'être. » Fin de citation. Le crédit de De Gaulle, dont la succession était déjà disputée dans son propre camp, ne survécut effectivement que quelques mois, jusqu'à sa démission en avril 1969, à la suite d'un référendum sans enjeu sur les institutions. Il est vrai également que le patronat fut quelque peu échaudé et donc rendu plus prudent dans la période qui suivit, certains chefs se voyant contraints de raser parfois les murs dans les bureaux et les entreprises. Mais il est faible de dire que cette prédiction ne s'est pas réalisée. Contrairement à ce qu'affirmaient avec Castoriadis nombre de militants issus de la mouvance gauchiste, les bureaucraties syndicales, loin d'être durablement affaiblies et bien couvertement contestées par une fraction des travailleurs, en sortirent paradoxalement renforcées. Grâce aux avantages accordés aux appareils par les accords de Grenelle, mais surtout parce qu'elles avaient pour l'essentiel contrôlé la mobilisation des travailleurs, l'encadrant étroitement, se substituant souvent à elles, empêchant que la fraction la plus consciente, la plus mobilisée, apprenne à diriger leur grève, à lui donner des objectifs allant dans le sens de la remise en question de la domination de la bourgeoisie. Les forces organisées de l'extrême gauche étaient alors trop faibles, trop dispersées pour pouvoir prétendre contester les directions syndicales et proposer une autre politique, sauf dans quelques entreprises. La CGT, malgré la politique de ses dirigeants et la persistance d'un certain esprit contestataire dans les entreprises et en dehors, vit donc affluer à elle 300 à 500 000 adhérents en quelques mois. La CFDT, profitant en partie de son image plus radicale qu'elle s'était acquise à peu de frais au cours du printemps, en attira 100 000. Cet afflux aurait pu renforcer la classe ouvrière dans son rapport de force avec la bourgeoisie. Mais il servit avant tout, dans la période qui suivit, aux bureaucrates syndicaux de toutes obédiences à préparer les travailleurs, comme ils l'avaient fait en juin 1968, à la seule perspective d'une victoire électorale de la gauche, censée offrir un débouché politique et une réponse positive à leurs problèmes. C'était une impasse dont ils ne sont jamais sortis,
et avec eux, les travailleurs. Et aujourd'hui, un Macron entend achever de reprendre les quelques hochets que la bourgeoisie avait concédés au fil des décennies aux syndicats, en même temps que ce qui reste de la réglementation protégeant les salariés. Après les grèves de 68, Jean-Paul Sartre, qui avait couvert les crimes de Staline de son aura dans le monde des intellectuels de gauche, désormais converti en adorateur de la pensée de Mao, s'était déclaré, je cite, « convaincu que tous les dirigeants actuels de la gauche, et en premier lieu Mitterrand, ne représenteraient plus rien dans 10 ans. » Le candidat de la gauche socialiste, Gaston Defferre, atteignit effectivement péniblement les 5% à la présidentielle de 1969. Ce record allait tenir près de 50 ans. Le Parti communiste, dont la plupart des gauchistes considéraient qu'il était mort en raison de la façon dont il s'était opposé au mouvement étudiant, sembla d'abord rafler la mise. S'il enregistra quelques milliers de départs, dont une fraction vers l'extrême gauche, il attira 30 000 nouveaux membres dans les mois qui suivirent et passa de 380 000 adhérents revendiqués en 1969 à 565 000 10 ans plus tard. Il était souvent la seule organisation présente dans les entreprises et les quartiers populaires vers laquelle un jeune, révolté par les injustices et l'exploitation, pouvait se tourner, la seule qui semblait parler au nom des travailleurs. La suite est bien connue. Le Parti communiste mit tout son poids, y compris en se plaçant à la tête de luttes importantes et parfois violentes, comme celle de la sidérurgie lorraine dans les années 70, pour promouvoir l'union de la gauche, le programme commun de gouvernement avec le Parti socialiste et sa propre participation au pouvoir. Ce faisant, il permit à Mitterrand de refaire non seulement surface, mais d'apparaître en leader de la gauche et de se poser en partisan de la rupture avec le capitalisme, du moins jusqu'à son arrivée au pouvoir en 1981. Le Parti communiste y laissa, lui, son crédit et l'essentiel de ses forces militantes. Quelle portée, en fin 68, a-t-il eu pour les forces de l'extrême gauche et des révolutionnaires? Le premier point, ô combien positif, fut de permettre à ces divers courants de sortir de l'isolement. Les drapeaux rouges refirent leur apparition dans les manifestations d'où le Parti communiste les avait bannis au profit du drapeau tricolore et sur les cheminées de centaines d'usines, avec l'idée de la révolution ainsi que les noms de Marx, Lénine, Trotsky ou Mao. Ils dominèrent les assemblées étudiantes et les barricades du quartier latin durant quelques semaines, attirant la sympathie de dizaines de milliers de jeunes et de moins jeunes, lycéens, étudiants ou travailleurs, qui allèrent à leur rencontre de nouvelles idées parce qu'ils partageaient la même révolte contre la société capitaliste. Et c'est en partie ce qui permit, en 1969, la première candidature d'un trotskiste à l'élection présidentielle, en la personne d'Alain Krivine, pour lequel Lutte ouvrière fit campagne. À notre petite échelle, le renouveau des idées révolutionnaires permit de nous implanter dans quelques dizaines d'entreprises supplémentaires et de nous renforcer. En 1974, nous avons été en mesure de présenter Arlette Laguiller à la présidentielle. Elle y recueillit près de 600 000 voix. Mais il n'existait pas, en mai-juin 1968, de parti qui aurait pu offrir une direction à cette aspiration, parfois confuse, à changer le monde. Nous fûmes alors les seuls à proposer que les divers courants révolutionnaires issus de l'anarchisme, du trotskisme, du maoïsme, surmontent leurs divisions et se dotent d'un cadre commun. Cela aurait pu permettre de réunir tout ou partie de ceux qui, à la faveur des événements de 68, regardaient sincèrement en direction des idées révolutionnaires, dans un ensemble au sein duquel chacun aurait pu juger démocratiquement des orientations de ses différentes composantes et de franchir ainsi un pas vers la formation d'un véritable parti de la révolution prolétarienne. Les dirigeants des différents groupes ne tenaient pas du tout à aller dans ce sens, alors même que ces 2 mois en avaient en quelque sorte fait émerger la base militante. Cette occasion manquée ne se représenta pas. Par la suite, tandis que survint un certain reflux, chaque organisation préféra tenter de capter à son seul profit le courant de sympathie envers l'extrême gauche que le mouvement avait suscité. Avec quel résultat? Le courant maoïste, qui avait attiré la majeure partie de ce milieu, s'effondra rapidement.
Son évolution résume celle de la mouvance gauchiste née dans les années 60, puis propulsée en 68 sous les feux de l'actualité. Sa faillite est d'abord celle des principaux porte-parole et acteurs du mouvement étudiant. La liste serait longue et édifiante. Contentons-nous de quelques-uns parmi ceux dont la carrière ne s'est pas arrêtée au printemps 68. Dans un livre écrit avec son frère immédiatement après les événements, Daniel Cohn-Bendit prétendait que le gauchisme était, je cite, « le remède à la maladie sénile du communisme ». Reconverti assez vite dans l'écologie, ce qui le propulsa adjoint à la mairie de Francfort puis député européen, son anticommunisme ne l'a pas abandonné. Il continue à se dire libertaire, mais libéral-libertaire, et soutien d'Emmanuel Macron, auprès duquel il confie, je cite, « rajeunir de 50 ans ». Sa sénilité politique, elle, est sans remède. Alain Gesmard, lui, passa de la direction du SNES-SUP à celle de la gauche prolétarienne, la principale organisation maoïste née dans l'immédiat après 68. Dans son ouvrage, intitulé « Vers la guerre civile », écrit avec Serge July, il concluait, je cite, « Sans vouloir jouer au prophète, l'horizon 70 ou 72 de la France, c'est la Révolution. Mais en France, c'est le début d'une lutte de classe prolongée. » Après avoir préparé sa révolution dans la clandestinité et été condamné à 1 an et demi de prison, il put réintégrer la fonction publique avant d'adhérer au Parti socialiste et, ceci aidant, d'accéder à plusieurs reprises au cabinet ministériel dans les années 1990. Dominique Strauss-Kahn le comptait parmi ses soutiens dans la perspective de la présidentielle de 2007. Avec eux, il faut donc citer Serge July, membre du mouvement du 22 mars, puis du comité exécutif de la gauche prolétarienne. Il dirigea par la suite le journal Libération, qui regroupait nombre d'anciens 68ards du quartier latin et prétendait à sa création en prolonger le combat. Guy Hockenheim, auteur d'une lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary, le qualifiera plus tard, non sans malice, de « Pravda des nouveaux bourgeois ». Des petits bourgeois eût été plus précis. Le courant maoïste regorgeait d'intellectuels et d'artistes de cet acabit, sortis des grandes écoles et prétendant donner des leçons en matière de marxisme en invoquant le grand timonier et les sourates du Petit Livre rouge. Dans cette cohorte, citons Bernard Kouchner, dont le bref accès de gauchisme ne l'empêcha pas d'obtenir plusieurs postes ministériels, dont celui de ministre des Affaires de Sarkozy, Alain Finkielkraut, aujourd'hui tête de file des intellectuels réactionnaires dans leur version France Culture, André Glucksmann, initiateur du mouvement dit des nouveaux philosophes dans les années 70, qui, après s'être prosterné devant Mao, attribua à Marx la responsabilité du goulag, Jean-Pierre Le Dantec, responsable de la gauche prolétarienne, directeur de son organe La Cause du Peuple dans les années 1970, dont la cause est aujourd'hui de défendre Emmanuel Macron. L'architecte Roland Castro, fondateur du mouvement Vive la Révolution, dont l'enthousiasme glissera par la suite à la Mitterrandie, à Sarkozy, puis, décidément, à Macron. Gérard Miller, ancien dirigeant de la gauche prolétarienne, qui, psychanalyse oblige, s'est longtemps couché devant le Parti socialiste avant de devenir pro-Mélenchon et l'un des dirigeants de sa web télé. Les maoïstes n'eurent pas le monopole du retournement de veste et de la figure de l'opportuniste que Jacques Dutronc a mise en chanson. Je ne vais pas chanter, je vous rassure. Ainsi, Régis Debray, passé en quelques années des geôles d'Amérique latine et de la défense de la guérilla, en conseiller du prince et sergent recruteur d'intellectuels à la botte de Mitterrand. Romain Goupil, exclu de son lycée en raison de son activisme pro-Viet-Cong à la veille de mai 68, animateur des comités d'action lycéens puis militant de la JCR et de la LCR, réalisateur de Mourir à 30 ans, qui, non content de soutenir les interventions militaires impérialistes de par le monde, proclame récemment avec cynisme et mépris, je le cite, « Je ne supporte plus de voir un militant politique, c'est comme les anciens alcooliques, je suis devenu intolérant ». Sa tolérance est plus grande envers Macron, qu'il présente, je cite, comme son pote depuis 1 an et demi.
Henri Weber, un des fondateurs de la JCR avant 1968, puis de la LCR, a rallié pour sa part le Parti socialiste pour en gravir tous les échelons et devenir conseiller de Fabius. Il est loin d'être le seul. Venu des rangs de l'OCI cette fois, Cambadélis devint même secrétaire national du Parti socialiste. Mélenchon, ministre de Jospin, avant de quitter le Parti socialiste après 32 ans de mandat. Le PSU tout entier, après Rocard, l'un de ses chefs de file en 1968, s'est fondu dans la social-démocratie qui, au milieu des années 1970, était redevenu le fumier de tous les ambitieux. Au-delà de ces parcours individuels, il y avait eu pourtant l'engagement sincère de milliers de jeunes. Début 1970, l'organisation de la gauche prolétarienne, la cause du peuple, tirait encore à 40 000 exemplaires. 2000 maoïstes environ se seraient établis dans la classe ouvrière, à l'instar de Robert Linhart, convaincu que là était le salut du combat révolutionnaire, ce en quoi ils n'avaient pas tort. Mais ils le firent malgré une certaine abnégation, le plus souvent pour une courte durée, et en voulant se substituer aux travailleurs par des luttes individuelles, des actions de sabotage, de séquestration, qui, même quand elles étaient perçues avec une certaine sympathie, ne pouvaient en aucune manière hisser la conscience des travailleurs, avec les mêmes défauts donc que ceux des bureaucrates du Parti communiste. D'autres, d'inspiration plus libertaire, théorisaient les actions spontanées contre le patronat ou l'appareil d'État et furent qualifiés par dérision de Mao-Spontex. Mais comme les éponges, ils ne faisaient qu'absorber les idées à la mode. Et cela ne grattait pas le moins du monde la bourgeoisie. Beaucoup payèrent pourtant un lourd tribut à cette politique, suite à l'interdiction de la gauche prolétarienne, puis à la loi anti-casseurs en mai et juin 1970. Cette dernière prévoyait, par exemple, 1 à 2 ans d'emprisonnement pour les auteurs d'une séquestration de moins de 5 jours. Répression patronale ensuite, comme en témoigne l'assassinat de Pierre Auvernais par Tramoni, un vigile de Renaud-Billancourt en février 1972. 200 000 personnes assistèrent à son enterrement. Un meurtre que le Parti communiste qualifia, lui, je cite, de provocation montée de toutes pièces avec des agents téléguidés, commandos gauchistes et police en civil entremêlés, dirigés contre le mouvement ouvrier et démocratique. Sa haine des révolutionnaires était, elle aussi, tenace. En dehors du courant trotskiste, les groupes d'extrême gauche qui prétendaient contester la politique du Parti communiste et qui bénéficièrent encore durant quelques années de la sympathie d'une fraction de la jeunesse et de la classe ouvrière périclitèrent les uns après les autres. Quant à ceux qui, à l'instar d'Action directe, cherchèrent par la suite à substituer l'action individuelle, voire armée, à la lutte des classes, ils ne pouvaient pas davantage ébranler le pouvoir de la bourgeoisie et son État. Alors, bien sûr, mai 1968 demeure une référence et un symbole pour bien de ceux que la société capitaliste révolte. Qui n'a pas entendu autour de lui un collègue de travail, un voisin, un proche dire un jour « ce qu'il faudrait, c'est un nouveau mai 68 ». Ces événements ont démontré en effet qu'à la passivité apparente, à l'immobilisme politique, pouvait succéder l'énergie collective, l'enthousiasme, l'imagination, le sentiment de liberté, de fraternité et l'espoir de transformer son quotidien et, au-delà, la société tout entière. Cela changea l'atmosphère et la combativité dans les entreprises, les services, les établissements scolaires et universitaires pour plusieurs années. Et il nous faut le garder en mémoire, alors que la résignation, le fatalisme, la démoralisation semblent parfois grandir autour de nous. N'oublions jamais ces forces souterraines, cette colère rentrée, cette rage silencieuse qui un jour viendront vivifier l'atmosphère et redonner confiance à la classe ouvrière dans ses propres forces.
Ces événements ont démontré aussi la capacité d'entraînement de la jeunesse quand elle rejette le carcan idéologique et moral de la bourgeoisie et s'engage dans l'action. Ils ont démontré la puissance que représente la classe ouvrière quand elle entre en lutte, la peur qu'elle inspire à la bourgeoisie, aux gouvernements qui la servent, comme aux bureaucraties syndicales et aux partis qui protègent également, à leur manière, ses intérêts. Ils ont confirmé enfin que ce n'est pas dans les urnes, mais sur leur terrain de classe, par la grève, en ne comptant que sur leurs propres forces, sur leurs propres organisations, que les travailleurs pourront imposer leurs revendications et préparer le combat pour renverser la domination de la bourgeoisie. L'explosion sociale du printemps 68 a également permis de vérifier, par la négative cette fois, les conséquences de l'absence d'un authentique parti communiste. La situation générale n'était alors pas révolutionnaire, ni même comparable dans sa profondeur à celle de juin 1936. Et ce, contrairement à ce qu'écrivait alors la Ligue communiste, la future LCR, et l'Organisation communiste internationaliste, qui se réclamait également du trotskisme et prétendait y voir, je cite, une répétition générale d'une révolution ouvrière imminente. Cependant, quelques millions de grévistes, s'appuyant sur la fraction de la jeunesse intellectuelle la plus déterminée et la plus consciente, auraient pu imposer de tout autre recul à la bourgeoisie et au gouvernement. Mais il manquait l'instrument de cette politique, un parti présent dans chaque entreprise, dans chaque atelier et bureau, qui aurait pu contester les bureaucraties syndicales et les appareils n'ayant à offrir aux travailleurs que de rentrer dans le rang et de bien voter pour obtenir satisfaction. Et ce d'autant plus que l'aile marchande du mouvement, les 5 millions de 16-21 ans, étaient exclus à cette date du droit de vote. L'explosion sociale de mai-juin 1968 avait en quelque sorte créé, pour une courte période, les conditions de la formation de la base d'un tel parti, avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de militants. Une brèche avait été ouverte dans la toute-puissance du Parti communiste dans la classe ouvrière et créé un courant, minoritaire, mais bien réel, vers les idées révolutionnaires. En refusant de s'inscrire avec notre organisation dans cette perspective, les organisations d'extrême gauche de cette époque, dont la Ligue communiste et l'Organisation communiste internationaliste, ont empêché que cette possibilité soit explorée. Depuis, l'effondrement électoral et surtout militant du Parti communiste, tout particulièrement dans les entreprises, n'a pas davantage ouvert la voie aux révolutionnaires, car il a été le produit des illusions, puis des désillusions électorales dans la gauche réformiste. Quant à la LCR et à l'OCI, elles ont finalement renoncé elles-mêmes au trotskisme. Pour notre part, nous considérons que ce combat pour la construction du Parti communiste qui manque aux travailleurs et d'une internationale, fédérant les leçons des expériences et des combats passés et présents des prolétaires, est plus que jamais vital. C'est la condition pour que les luttes futures de la classe ouvrière ne soient pas bradées contre un plat de lentilles ou quelques concessions aux appareils syndicaux que la bourgeoisie est de toute façon de moins en moins encline à faire avec l'approfondissement de la crise. Et c'est la condition pour que la révolution pour laquelle nous militons porte non seulement l'imagination, mais les travailleurs eux-mêmes au pouvoir. Dans ce combat, la jeunesse trouvera toute sa place avec la générosité et l'enthousiasme qui la caractérisent. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, Trotsky écrivait à propos du rôle qu'elle était appelée à jouer, et je le cite. « Un parti révolutionnaire doit nécessairement se fonder sur la jeunesse. On peut même dire que le caractère révolutionnaire d'un parti peut être jugé avant tout par sa capacité à attirer sous son drapeau la jeunesse ouvrière. L'attitude fondamentale de la jeunesse, je pense à la véritable jeunesse, pas aux vieillards de 20 ans, réside dans le fait qu'ils sont prêts à se donner pleinement et totalement à la cause du socialisme. Sans des sacrifices héroïques, sans courage, sans résolution, l'histoire, de façon générale, ne progresse pas. Mais le sacrifice à lui seul ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une compréhension claire du cours du développement et des méthodes d'action appropriées. Cela ne peut s'obtenir que par la théorie et l'expérience vivante. L'enthousiasme le plus brûlant se refroidit vite et s'évapore.
s'il n'est pas soutenu à temps par une compréhension claire des lois du développement historique. Combien de fois avons-nous observé de jeunes enthousiastes qui, ayant courbé la tête, devenaient opportunistes et de gauchistes déçus qui devenaient très vite des bureaucrates conservateurs, de la même façon qu'un hors-la-loi se transforme rapidement en un gendarme excellent. Alors, camarades et amis, si, comme je l'espère, nous sommes tous ici jeunes par l'état civil ou par les idées, continuons à utiliser notre enthousiasme et notre audace pour œuvrer à la transformation révolutionnaire de ce vieux monde.